Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir, Manger et je suis Bruno Parmentier. Cette vidéo F4 prend la suite de la vidéo F3 intitulée « Aura-t-on assez d'eau pour manger ?» On a vu dans cette vidéo que la réponse à cette question n'est absolument pas évidente. L'eau sur Terre, elle est surtout pour manger. Et on va en manquer dans de nombreuses régions du monde. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'approfondir et de prendre conscience du fait que dans de très nombreuses régions du monde, on mange à partir d'une agriculture irriguée et que cette agriculture irriguée va être carrément menacée, ce qui fait qu'on repose la question de l'alimentation sur de nouvelles bases. Regardons par exemple cette carte simplifiée du continent asiatique. C'est quand même pas rien de s'intéresser à l'Asie, c'est la moitié de la population du monde. Alors ils doivent être très prévoyants ces gens-là parce que, vous avez vu au centre, ils ont mis une énorme réserve d'eau, ça s'appelle l'Himalaya, c'est bourré de glaciers. Les glaciers fondent, l'eau s'écoule et 9 grands fleuves descendent de l'Himalaya. Alors, on comprend par exemple pourquoi les Chinois sont très attachés au contrôle du Tibet, parce que voilà, c'est le château d'eau pour la moitié de l'humanité, le Tibet. Alors, c'est indispensable pour les Chinois, évidemment, parce qu'il y a leurs deux grands fleuves, hein, le fleuve jaune et le fleuve bleu, qui leur permet de vivre. Ils sont quand même 1,3 milliard. Mais au sud, il y a aussi le Mékong, indispensable pour la péninsule indo-chinoise. Et puis, quand on prend la péninsule indo-pakistanaise, il y a le Gange, le Brahmapoutre et l'Indus. Jusque-là, tout va bien. La planète se réchauffe, les glaciers fondent, il y a plein d'eau dans les rivières, et puis ils ont fait une agriculture irriguée, et ils mangent. Mais est-ce que ça va durer? Parce que, au fur et à mesure que la planète se réchauffe, les glaciers vont vraiment fondre, et à la fin, mettons en 2050 par exemple, il y aura beaucoup moins d'eau dans les rivières l'été. Commençons par regarder la péninsule indo-pakistanaise. Excusez du peu, elle regroupe 1,7 milliard d'habitants actuellement. 1,3 milliard rien qu'en Inde, 220 millions au Pakistan, 165 millions au Bangladesh. Alors même si on n'est pas spécialiste en agriculture, quand on regarde cette carte, on voit bien que ils font un peu d'agriculture dans les zones montagneuses. Enfin, ces gens-là, ils mangent essentiellement d'une agriculture irriguée dans les grandes plaines irriguées par les fleuves qui viennent de l'Himalaya. Alors, il y a le Gange pour l'Inde, il y a l'Indus pour le Pakistan, il y a le Brahmapoutre pour le Bangladesh. Nous parlons bien d'une agriculture irriguée l'été, hein. Parce que tous les paysans vous le diront, l'eau du mois de janvier-février, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est de l'eau en mai, juin, juillet, août. À cette époque-là, dans cette région, il y a la mousson, mais la mousson devient de plus en plus irrégulière. Et donc, il y a surtout l'eau de fonte des neiges de l'Himalaya. Alors, il y a quand même une invention qui est très bonne pour la paix dans cette région du monde, qui est très tendue, c'est que les musulmans ne mangent pas des mêmes glaciers que les hindous. Donc ça, jusque-là, ça va. Mais quand il n'y aura plus d'eau, ni pour les musulmans, ni pour les hindous, et en 2050, ils seront 2,3 milliards dans cette région. 2,3 milliards, et il y aura beaucoup moins d'eau. À ce stade, personne ne sait ce qui va se passer. Rappelons que l'Inde et le Pakistan possèdent la bombe atomique, donc le pire peut arriver. Quand les gens ont soif, ils n'entendent plus de raison. Donc, c'est un véritable problème. Alors, la même question se pose plus au sud, hein, avec les 3 grands fleuves du sud-est asiatique, l'Irrawaddy, le Salween et le Mékong. Je veux dire, la paix dans cette région est très menacée si jamais il n'y a plus d'eau vraiment durablement l'été dans ces 3 fleuves. Bon, je vous propose de monter plus au nord et de passer dans les pays en stan, hein, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, etc. Alors, c'est quand même une centaine de millions d'habitants, c'est moins, mais c'est pas rien.
Et là, il y a deux grands fleuves, le Sir-Daria et la Mou-Daria. Eh ben, ils pompent, parce que, voilà, ils font du coton, ils font du maïs, etc. Et vous pouvez voir sur cette carte que plus le fleuve avance, moins il y a d'eau. À la fin, ces fleuves, ils allaient vers une mer, la mer d'Aral. C'était la 4e plus grande étendue d'eau douce dans le monde. Ben oui, mais comme on irrigue, il n'y a plus d'eau qui arrive dans la mer d'Aral. Cette mer devient complètement asséchée. Alors vous allez me dire, ça sert à quelque chose, on a fait du coton et du maïs. Enfin, c'est extrêmement préoccupant, ça fait des belles photos, hein, les bateaux en ruine. Enfin, on se doute que cette région devient beaucoup plus fragile quand le 4e plus grand lac du monde a pratiquement disparu. Ça n'est aucunement durable, cette affaire-là. Alors ensuite, je vous propose d'aller plus à l'est, en Chine. Alors là, on plaisante pas du tout. 1,3 milliard d'habitants. La Chine a toujours eu un gigantesque problème d'eau, depuis des millénaires. Il faut se rendre compte que la Chine, c'est 1/4 de la population mondiale, mais c'est seulement 7% de l'eau potable. Ils doivent nourrir 25% de la population avec 7% de l'eau potable. Alors, de tout temps, les empereurs de Chine se sont préoccupés de la question. Ils se protégeaient avec des murailles, mais ils faisaient aussi des canaux. Le grand canal qui approvisionne en eau Pékin, il fait 1800 km de long. Ils ont mis des siècles, voire des millénaires pour le faire. C'est dire si c'était important. Alors la Chine, au sud, il y a le Yangtze, le fleuve bleu. Alors lui, il a toujours beaucoup d'eau. C'est le fleuve de la Chine du riz. Le problème du Yangtze, c'est les inondations. Il y a des inondations absolument catastrophiques et donc ça met en péril réellement l'existence des gens. Et puis au nord, il y a le Huanghe, le fleuve jaune. Alors lui, c'est l'inverse. Il est très aride, enfin il est très long, il fait 6500 km. Le problème, c'est que l'eau n'arrive plus jusqu'au bout. Dans cette Chine du blé, on a de plus en plus soif. Rendez-nous compte que couramment, il n'y a plus d'eau dans les dernières centaines de kilomètres pendant 100, parfois 200 jours par an. Ce fleuve n'arrive plus jusqu'à la mer. Alors c'est bien parce que on pique l'eau dedans. Ceux qui sont au bout, ils n'ont plus d'eau du tout. Donc c'est un déséquilibre énorme dans le pays. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois à part les canaux? Ils ont fait des barrages. Ah oui, parce qu'il faut se rendre compte que des barrages, il y en a. Il y a 60 000 grands barrages dans le monde, 60 000. Des barrages de plus de 15 mètres de haut. Et sur ces 60 000 barrages, la moitié sont chinois. 30 000 sont en Chine. Ça se mérite de manger 1,3 milliard d'habitants. Alors quand ils ont fait tous les petits et les moyens, les Chinois ont décidé de faire le plus grand barrage du monde. Alors les chiffres autour de ce barrage des Trois Gorges sont absolument hallucinants. Ils ont carrément déplacé 1,8 million habitants pour faire le lac. Le lac, il fait 600 km de long. 1000 km². Il collecte les eaux d'une surface équivalente à 2 fois la France. C'est absolument énorme. Alors, c'est une gigantesque production d'électricité. Pour situer, rien que ce barrage produit l'équivalent de l'électricité de la Belgique. Et puis ensuite, ce barrage, il empêche les crues du fleuve bleu. C'est pas mal pour Shanghai, parce qu'il n'y a plus d'inondations. Mais surtout, ça commence à peine avec l'achèvement du barrage. En fait, la suite du barrage, c'est de refaire ce qui était une tradition millénaire en Chine, des canaux pour transporter l'eau du bassin du fleuve bleu vers Pékin. C'est des canaux sur des centaines et des centaines de kilomètres. L'idée est de transférer d'ici 2050 45 milliards de mètres cubes d'eau supplémentaire vers le nord. Enfin, pour situer, c'est l'équivalent du débit actuel du Rhône. En fait, les Chinois sont en train de faire une rivière comme le Rhône qui va du sud vers le nord. C'est dire si le problème de l'eau dans ce pays est absolument crucial. Mais si le régime des eaux baisse, s'il y a moins de pluie, s'il y a moins de fonte des glaciers,
les problèmes vont s'aggraver considérablement. La Chine n'a pas fini d'avoir des problèmes d'eau. C'est probablement même le début seulement de ces problèmes aquatiques. Alors maintenant, passons en Afrique. Il y a un autre grand lac, hein. Lui, c'était le 3e lac du monde. Le lac Tchad. Lui, c'est comme la mer d'Arad. Il a déjà perdu 90% de sa surface. Là, c'est pareil, hein. C'est des rivières qui débouchent dans le lac. On prend l'eau tout le long de la rivière, on pompe les nappes phréatiques, et à la fin, le lac disparaît. Alors, faut pas être grand sorcier pour se dire, il va pas faire aussi bon vivre au centre de l'Afrique qu'avant s'il n'y a plus cet immense lac. Donc, nos lacs disparaissent. Allez, changeons de continent. Je vous propose d'aller maintenant aux États-Unis d'Amérique. Alors, les Américains, ils consomment de l'eau, comme des malades, ils savent pas se priver, hein. Donc, ils ont fait ce qu'il faut pour en avoir. Or, quand on regarde une carte de l'Amérique, bien sûr, on voit bien qu'il y a de l'eau dans l'Est. À New York, il y a de l'eau, et à Chicago, n'en parlons pas, il y a des immenses lacs, etc. Enfin, tout le monde a vu les photos de Las Vegas, hein. À Las Vegas, il ne pleut jamais. Il faut se rendre compte que sur un tiers de la surface des États-Unis, il ne pleut jamais. Alors, ils pompent dans les rivières. Oui, mais ils assèchent les rivières. Il faut dire, ces gens-là, ils sont capables de faire une ville comme Phoenix, 1 600 000 habitants, dans une région totalement aride. Et Las Vegas, 650 000 habitants, dans un désert absolu. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, leur fleuve n'arrive plus jusqu'à la mer. Le fleuve Arkansas est l'été à sec sur 1200 km. Le Rio Bravo est à sec sur 500 km. En Californie, le lac Owen, 300 km² a carrément disparu. Donc quand il n'y a plus d'eau dans la rivière, qu'est-ce qui reste? On va essayer de faire des puits, on ne sait jamais. Et là, incroyable, les États-Unis ont un joker absolument époustouflant. Juste à l'endroit où il ne pleut pas, il y a une gigantesque nappe phréatique souterraine, l'Ogallala. Quand je dis gigantesque, hein, c'est la taille de l'Espagne. Alors, les Indiens l'avaient pas vu. Les Indiens couraient derrière les bisons qui couraient derrière la dernière touffe d'herbe. Enfin, tous ces Européens immigrés sont arrivés, ils cherchaient du pétrole, donc ils perçaient de partout, etc. Et puis, pas de chance, il y en a, au lieu de trouver du pétrole, ils ont trouvé de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau, ils disent, tiens, ça peut servir à faire de l'agriculture. Et ils se sont mis à creuser des puits. Quand je dis des puits, c'est beaucoup, beaucoup de puits. 200 000 puits. Regardez sur cette photo, chaque petit rond, c'est un puits. Donc ça, c'est peu de dire que les Américains savent creuser. Alors maintenant, il y a une question très angoissante. Il ne pleut jamais. Il y a 200 000 puits. Évidemment, ils pompent comme des shadocks. À votre avis, le niveau d'eau dans la nappe, il a tendance à monter ou à descendre? Évidemment qu'il descend. Le niveau faisait 60 mètres, il fait 30 mètres. Il continue à pomper. Ça va finir comment? Comment ça va finir? On va aller chercher les arrière-petits-fils de John Wayne, on pourra de nouveau tourner des westerns aux États-Unis. Et pour manger, comment ils vont faire? Oui, s'il n'y a plus d'eau dans les rivières, et il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques, comment ils vont faire? Il y a une idée de base, hein. Il y a de l'eau dans le nord-est, il n'y en a pas dans le sud-ouest. Donc, ils vont probablement faire à terme exactement comme les Chinois, ils vont faire un canal pour aller de Chicago à Dallas. Ça va les occuper. Cette situation de pénurie croissante d'eau est malheureusement extrêmement fréquente sur la planète. Il faut se rendre compte que des populations immenses dans le monde mangent à partir d'une agriculture d'irrigués, en pompant dans des puits pour aller chercher de l'eau qui est en fait de l'eau de pluie qui est tombée il y a 10 000 ans. Quand on a fini l'eau de pluie d'il y a 10 000 ans, prévoir un petit délai pour manger à nouveau. Par exemple, le niveau d'eau baisse de 2 mètres par an sur les nappes phréatiques de l'état de Guanajuato au Mexique. Pareil à Ispahan au Pakistan. Pareil à Shanaran en Iran. À la fin, il n'y a plus d'eau. À la fin, comment ils vont faire? Et alors, je ne parle pas
de l'agriculture très artificialisée de nombreuses régions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Quand vous voyez cette photo, vous vous dites, ça doit pas être le développement durable. Ah ben l'autre puits qui est là-dessous, ben, elle est tombée il y a 10 ou 15 000 ans, donc une fois qu'on a fini, ben, le chameau reprend ses droits, il prend le raccourci, et cette terre redeviendra un désert. L'agriculture mondiale, vue comme ça, n'est absolument pas durable. Avec le réchauffement climatique, il y aura de moins en moins d'eau dans les rivières et les lacs, et on aura épuisé beaucoup de nappes phréatiques, et donc dans de très nombreuses régions du monde, on n'aura plus assez d'eau pour manger. Quand on voit ces situations un peu extrêmes, on se dit que on n'est pas si mal en France. La France, c'est un pays tempéré. Il va continuer à pleuvoir. La France est bordée par l'Atlantique. Les vents dominants viennent de l'ouest. Eh ben, il y aura plein de nuages bien humides qui vont arriver. Donc, nous, en France, on aura de l'eau. La France n'est absolument pas en voie de désertification. Le problème de la France, c'est la modification du régime des eaux. Il y aura de plus en plus d'inondations à l'automne et de plus en plus de sécheresse l'été. Donc le problème de la France, c'est garder un peu d'eau de l'automne et de l'hiver. Garder dans nos sols ou sur nos sols un peu d'eau du mois de novembre ou du mois de février pour le servir en juillet et août. Et là, ça fait des fâcheries, etc. Mais surtout, ça nécessite d'économiser l'eau, de bien partager l'eau entre les différentes utilisations. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo F5 intitulée « Comment cultiver avec moins d'eau ». Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Nourrir Manger.